Merci beaucoup. Voilà, Merci Romain. voilà. Donc, y a-t-il d'autres questions par rapport à ce qui a été vu la semaine précédente? Non? Non. Alors, on va passer aux 3 chapitres que nous allons voir aujourd'hui, c'est-à-dire les eaux intérieures, la mer territoriale et la zone contiguë. Donc, d'abord, un petit schéma pour vous remettre un peu les choses en tête par rapport à ce qu'on a vu la semaine passée, notamment le tracé de ce qu'on appelle les lignes de base. Donc, c'est la ligne que vous voyez ici, donc qui englobe également donc un rocher qui se trouve dans la mer territoriale de l'État. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs manières de passer les lignes de base. La manière la plus classique étant de prendre en compte la lèse de basse mer. Et éventuellement, si la côte de l'État est particulièrement déchiquetée, il y a moyen de tirer des lignes de base à partir desquelles donc on va calculer les différentes distances prévues dans la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer. Donc, les lignes de base sont ici, donc 12 000 marins. Je vous rappelle qu'un 1000 marins, c'est 1852 mètres. Donc, c'est la mer territoriale, donc 22 km de mer territoriale. Et ensuite, 12 000 marins de plus, donc 24 000 marins, donc 44 km pour la zone contiguë. Les eaux intérieures sont toutes les eaux qui se trouvent en deçà des lignes de base et elles sont considérées comme faisant partie du territoire terrestre de l'État. Donc, elles ont le même régime que le territoire terrestre de celui-ci. Alors, il y a cependant quelque chose, une notion qui est très très importante lorsqu'on parle des eaux intérieures, ce sont les baies. Alors, les baies, il y en a une qui est dessinée ici, donc en bas à gauche du schéma. Qu'est-ce que c'est une baie? Donc, c'est une échancrure bien marquée de la côte dont la pénétration dans les terres par rapport à la largeur et à l'ouverture est telle que les eaux qu'elle renferme sont cernées par la côte. Donc, l'entièreté des eaux se trouvant dans la baie sont cernées par le territoire terrestre de l'État et devraient par conséquent se voir reconnaître le statut d'eau intérieure. Je dis bien devrait, car la Convention de Montego Bay distingue en fait 4 types de baies. La première, c'est la plus simple, c'est la baie dont l'entrée est inférieure à 24 000. Donc, vous avez 24 000 maximum au niveau de l'entrée de la baie. Là, c'est très très simple. On va tracer purement et simplement une ligne de base en travers de l'entrée de la baie. Et c'est à partir de cette ligne de base que seront calculés les 12-24 et nous verrons plus tard donc les 200 000 marins de la zone économique exclusive. Pour les baies dont l'entrée est supérieure à 24 000, là, c'est beaucoup plus compliqué. On va en effet tracer une ligne dans la baie, comme on aurait tracé une ligne ici, de 24 000 maximum pour englober le maximum d'espace maritime à l'intérieur de cette baie. C'est-à-dire, on va tirer par exemple une ligne
ici de 24 000. Et on va considérer que toutes les eaux qui sont en deçà de la ligne qui a été tirée font partie des eaux intérieures de l'État, mais que par contre, les eaux qui sont au-delà de la ligne, donc, font partie de la mer territoriale de l'État. Je vais prendre, je pense que l'exemple au-dessus sera plus parlant. Bon, même si évidemment c'est un delta, ce n'est pas une baie, mais on peut faire le même raisonnement par équivalent. Donc, vous avez l'entrée de la baie qui est supérieure à 24 000 marins. Donc, on va attendre d'arriver à l'endroit où la largeur de l'entrée fait 24 000 et on va tracer une ligne à cet endroit-là. Et donc, cette ligne sera considérée comme la ligne de base. Autrement dit, les eaux en deçà sont des eaux intérieures, mais les eaux au-delà vont servir à calculer la largeur de la mer territoriale et de la zone contiguë. Donc ça, c'est le deuxième type de baie. Alors, troisième type de baie, donc, ce sont les baies historiques. Alors, bien évidemment, vous avez des États qui ont des baies dont l'entrée est supérieure à 24 000, mais qui cherchent à faire reconnaître l'entièreté des eaux qui se trouvent à l'intérieur de la baie comme faisant partie de leur territoire. Le meilleur exemple, c'est évidemment le Canada avec la baie d'Hudson. Vous avez évidemment une entrée qui est largement supérieure à 24 000 pour la baie d'Hudson, et donc, suivant les dispositions de la Convention de Montego Bay, on devrait normalement donc tirer quelque part une ligne, plutôt par ici, de 12 000, qui ferait en sorte que seul le bas de la baie d'Hudson serait considéré comme des eaux intérieures, et donc on calculerait une mer territoriale, une zone économique, une zone contiguë et puis une zone économique exclusive à l'intérieur de l'énorme baie d'Hudson. Le Canada n'est évidemment pas d'accord puisqu'il considère que la baie fait véritablement partie de son territoire, que historiquement la baie fait partie de son territoire, et par conséquent, donc, le Canada considère que l'entrée de la baie se trouve ici et que toutes les eaux qui se trouvent en deçà de l'entrée de la baie font partie de ces eaux intérieures. Et donc, l'on calcule seulement la mer territoriale à partir de l'entrée de la baie. Vous voyez le petit trait, je ne sais pas si vous voyez le petit trait d'ailleurs qui marque la largeur de la mer territoriale du Canada. Même chose pour le golfe de Saint-Laurent, que le Canada considère comme faisant partie de ses eaux intérieures, et donc on calcule seulement la mer territoriale du Canada à partir de l'embouchure du Saint-Laurent. Enfin, quatrième catégorie de baies, ce sont les baies dont plusieurs États sont riverains. Là, je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, donc, c'est la baie de Pirane, qui se trouve entre l'Italie, la Slovénie et la Croatie. Et donc, il y a eu un litige entre la Slovénie et la Croatie par rapport aux eaux territoriales que ces deux États pouvaient revendiquer
dans la baie de Piran. Et donc, il y a un arbitrage qui a été rendu donc, en 2017 pour fixer les eaux respectives des deux États, des trois États, même si le conflit ne concernait que la Slovénie et la Croatie, mais finalement l'Italie était bien intéressée puisque elle aussi, on lui a fixé ses eaux territoriales dans la baie de Piran. Et donc, pour l'Italie, pour la Slovénie, pour la Croatie, donc l'arbitrage a fixé quelles étaient les eaux territoriales et on a fixé pour la Slovénie donc un couloir pour accéder à la haute mer, c'est-à-dire que la Croatie ne peut pas suspendre le passage dans ce couloir. Elle est obligée de laisser passer les navires slovènes qui veulent utiliser ce couloir pour se rendre en haute mer. Donc, on aura l'occasion de voir, quand on verra dans le chapitre suivant le statut des eaux territoriales, qu'il est possible à certains moments de suspendre le passage dans les eaux territoriales. Alors, deuxième exemple de baie dont plusieurs États sont riverains. Cette fois-ci, on se trouve en Amérique centrale. C'est la baie de Fonseca, entre le Salvador, le Honduras et le Nicaragua. Et donc, là aussi, on a saisi un tribunal pour déterminer quelles seraient les eaux de la compétence des différents États. Et donc, le tribunal, vu c'est le golfe de Fonseca, il est très petit. Hein. Et ça fait, vous avez 3000, un peu plus de 12 000 de large à son entrée. Donc, il y avait impossibilité, évidemment, de reconnaître 12 000 de mer territoriale aux trois États riverains dans le golfe de Fonseca. Et donc, on a décidé d'attribuer 3 000 de mer territoriale à chacun des États. Donc, la mer territoriale du Salvador est ici, donc autour de l'île Conchaguita, etc. La mer territoriale du Nicaragua se trouve ici et la mer territoriale du Honduras se trouve ici. Et le reste, donc les zones qui se trouvent entre pointillés, eh bien, on a décidé que ce serait une zone contiguë. On verra donc à la fin du cours d'aujourd'hui ce qu'est la zone contiguë. La zone contiguë, c'est une zone où les États ont certaines capacités en matière de contrôle et on a décidé que dans ces deux zones contiguës, donc vous avez la zone contiguë ici à l'entrée du golfe et une autre zone contiguë à l'intérieur de celui-ci, eh bien, les trois États disposeraient des mêmes capacités de contrôle sur les navires qui circulent dans cette zone contiguë et qui se dirigent vers leur territoire. Est-ce que c'est compris jusqu'à présent? Question? Non, pas de question. Okay. Donc, quel est le régime des eaux intérieures? Donc, je vous l'ai dit, les eaux intérieures sont considérées comme étant équivalentes au territoire terrestre de l'État. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Premièrement, l'entièreté de la législation de l'État va s'appliquer sur ces eaux intérieures. Donc, si l'État interdit la consommation d'alcool sur son territoire, la consommation d'alcool sera interdite dans les eaux intérieures. Si l'État interdit les jeux de hasard sur son territoire, ils seront interdits dans les eaux intérieures. Et surtout, pour pouvoir accéder au territoire d'un État, normalement, il faut l'autorisation des autorités de cet État.
au sein de l'Union européenne, nous disposons d'une liberté de circulation. C'est-à-dire que pour se rendre de Belgique en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède ou en Croatie, il n'y a pas besoin d'autorisation. C'est un espace ouvert où on peut voyager sans avoir besoin de passeport. Par contre, les ressortissants d'États tiers à l'Union européenne, sauf une ou deux exceptions, notamment la Suisse, n'ont pas besoin d'autorisation pour pénétrer sur le territoire de l'Union européenne, donc les ressortissants suisses. Par contre, tous les autres ressortissants de tous les autres États ont besoin d'une autorisation qui prend généralement la forme d'un visa pour pénétrer sur le territoire de l'Union européenne. Je suppose que certains d'entre vous sont ressortissants d'États tiers à l'Union européenne, donc vous avez dû demander un visa pour pouvoir venir en Belgique. Eh bien, c'est la même chose pour les eaux intérieures d'un État. Il faut l'autorisation des autorités de l'État côtier pour pouvoir pénétrer dans ces eaux intérieures. Donc, lorsqu'un navire arrive et veut pénétrer dans les eaux intérieures d'un État, il doit obligatoirement demander l'autorisation aux autorités du port ou aux autorités locales de l'État dans lequel il veut pénétrer. Donc, il y a quelques années, j'ai eu une étudiante qui m'a dit que lorsqu'elle aurait terminé son master en océanologie, elle comptait faire un tour du monde à la voile. Je lui ai dit de bien faire attention parce que chaque fois qu'elle voudra pénétrer dans les eaux intérieures d'un État, elle devra avoir l'autorisation de cet État. Et si cet État ne lui donne pas cette autorisation, eh bien, elle ne pourra pas pénétrer dans les eaux intérieures. Alors, il y a un certain nombre d'exceptions à cette règle qu'il faut obligatoirement une autorisation pour pénétrer dans les eaux intérieures d'un État. La première concerne les navires en détresse. Donc, lorsque un navire est en détresse, il a théoriquement le droit de pénétrer dans les eaux intérieures de n'importe quel État pour subir les opérations de réparation nécessaires. Avec cependant deux limitations. Premièrement, le sauvetage des vies humaines suffit. Donc, l'État riverain n'est pas obligé de tout mettre en œuvre pour sauver le navire et ses marchandises. Qu'est-ce qui s'est passé en 2002 avec la catastrophe du Prestige, dont vous vous rappelez peut-être, même si vous étiez bien jeune à l'époque? Donc, le Prestige est un super pétrolier qui se trouve au large des côtes de la Galice, en Espagne, et qui commence à perdre son fuel et qui demande l'autorisation aux autorités espagnoles pour se rendre dans le port de Cadix pour subir les réparations. Et les autorités espagnoles vont refuser en disant qu'on ne veut pas qu'un navire qui est en train de causer une marée noire pénètre dans le port de Cadix. Qu'est-ce que les autorités espagnoles ont fait? Elles ont envoyé des hélicoptères pour récupérer l'entièreté de l'équipage du Prestige. Et ensuite, le Prestige a été laissé à lui-même. Il s'est cassé en deux à un moment donné. Et vous avez 100 000 tonnes de pétrole qui se sont répandues et qui sont remontées le long des côtes françaises et jusqu'en Grande-Bretagne. Donc, ça a été une des pires marées noires qu'a connue la zone mer du Nord Atlantique dans son histoire. Mais l'Espagne avait fait
ce que le droit international l'obligeait à faire, c'est-à-dire sauver l'équipage du Prestige. Pour le reste, évidemment, elle s'est lavé les mains et ce sont les assurances qui ont dû intervenir pour dédommager toutes les victimes de cette horrible marée noire. Par ailleurs, si on autorise un navire en détresse à pénétrer dans les eaux intérieures d'un État et à pénétrer dans le port d'un État, cela n'implique pas qu'il pourra débarquer ses marchandises ou que les personnes qui se trouvent à bord pourront descendre à terre. Si ces personnes n'ont pas un visa pour pénétrer sur le territoire de l'État, eh bien, elles devront rester à bord du navire le temps que le navire soit réparé et puis repartir avec le navire vers l'État, le port de destination initiale. De même, s'il y a des marchandises à bord du navire, même si elles sont périssables, on ne les autorisera pas à être débarquées sur le territoire de l'État si elles n'ont pas les certificats sanitaires, les autorisations d'importation nécessaires pour être débarquées. Donc ça, c'est ce qui concerne les navires en détresse. Deuxièmement, l'Organisation maritime internationale, qui est une organisation dont on parlera à 2-3 reprises dans le cadre du cours, qui émet un certain nombre de recommandations à destination de ses États membres. Ce sont des recommandations, c'est-à-dire que les États membres sont tout à fait libres de les suivre ou de ne pas les suivre, comme ils le souhaitent. Donc, l'OMI recommande à ses États membres d'autoriser les navires de recherche scientifique à pénétrer dans les eaux intérieures et dans les ports pour être ravitaillés en carburant et en nourriture pour l'équipage, etc. Mais, bien évidemment, si c'est un navire battant pavillon de Taïwan qui veut entrer dans un port chinois, on ne le laissera pas nécessairement entrer, ou si c'est un navire nord-coréen, il y a peu de ports qui accepteront de les recevoir chez eux. Donc, c'est une recommandation non obligatoire. Alors, vous avez par ailleurs 2 conventions importantes qui sont relativement vieilles, puisqu'il y en a une qui a un siècle et l'autre qui aura un siècle dans 2 ans. Donc, la Convention de Genève de 1923 sur le régime international des ports. Donc, 42 États qui sont liés, donc notamment la plupart des États de l'Union européenne, mais pas les États-Unis. Donc, cette Convention de Genève prévoit une liberté d'accès réciproque aux ports maritimes pour les navires civils. C'est-à-dire que, par exemple, la Belgique et la France sont liés par la Convention de Genève. Tous les navires français ont la possibilité d'accéder aux ports belges sans avoir besoin de demander une autorisation. Et à l'inverse, tous les navires battant pavillon belge sont autorisés à accéder à l'ensemble des ports français sans avoir besoin d'autorisation. Donc, liberté d'accès réciproque. Évidemment, je vous ai donné 2 exemples d'États membres de l'Union européenne. Ça n'a pas grand intérêt puisque, de toute façon, en vertu du traité sur l'Union européenne, vous avez la liberté de circulation qui fonctionne également pour les navires. Donc, vous avez une liberté d'accès réciproque. Mais par exemple, ça deviendra intéressant avec la Grande-Bretagne, qui maintenant n'est plus membre de l'Union européenne, où donc les navires belges, français, etc., pourront toujours avoir accès à l'ensemble des ports de la Grande-Bretagne sans avoir besoin de demander une autorisation. De même que les navires battant pavillon britannique auront l'autorisation de pénétrer
dans l'ensemble des ports des États membres de l'Union européenne qui sont également membres de la Convention de Genève sans demander d'autorisation. Donc, ça fonctionne uniquement pour les navires civils. Donc, pour les navires de guerre et les navires d'État utilisés à des fins non commerciales, ça ne marche pas. Là, il faut toujours une autorisation pour pénétrer dans les eaux intérieures d'un État, même entre la France et la Belgique. Donc, si un navire de guerre français veut pénétrer dans un port belge, il faut l'autorisation des autorités belges pour le faire. Par ailleurs, le fait de pouvoir pénétrer dans les eaux intérieures d'un État et de pouvoir accéder au port d'un État n'implique pas une autorisation de décharger des marchandises et des passagers. Donc ça, c'est une autorisation supplémentaire qui est nécessaire. Par ailleurs, donc, vous avez un certain nombre d'États qu'on appelle des États enclavés, donc comme la Suisse par exemple, qui n'ont aucune frontière maritime. Donc la question qui se pose est, un navire qui souhaite se rendre en Suisse, ou en tout cas qui souhaite que sa marchandise parvienne en Suisse, a-t-il un accès automatique au port français, belge, allemand par exemple, pour y décharger ces marchandises qui seront à ce moment-là chargées soit sur des péniches, soit sur des camions, soit sur des trains, à destination de la Suisse, leur destination finale. Eh bien, la Convention de Barcelone de 1921 vise à faciliter donc le transit des marchandises à destination des États enclavés en disant que les États qui sont membres de cette convention doivent accepter que les navires qui transportent des marchandises à destination d'un État enclavé, la Suisse, l'Autriche par exemple, eh bien, le navire pourra débarquer toutes ces marchandises dans un port d'un État lié par la Convention de Barcelone, et ensuite, donc, ces marchandises pourront être chargées sur des trains, des péniches ou des camions, même si la Convention de Barcelone parle exclusivement de voies ferrées et des voies navigables, parce qu'il n'y avait pas encore énormément en 1921. Mais en tout cas, on doit tout faire pour que les marchandises à destination des États enclavés puissent être librement débarquées et transférées à leur destination finale. Lorsqu'un navire est autorisé à entrer dans les eaux intérieures d'un État, donc il doit évidemment respecter la législation de cet État, et les autorités de l'État riverain peuvent évidemment effectuer un certain nombre de contrôles sur ces navires. Première chose que l'on va contrôler, la navigabilité de celui-ci. Il y a un certain nombre de listes qui ont été établies, donc des listes blanches, des listes grises et des listes noires en fonction du pavillon du navire. Et donc, si vous avez par exemple un navire battant pavillon de République démocratique du Congo qui se présente à Anvers, eh bien, comme la République démocratique du Congo fait partie de la liste noire, eh bien, on va vérifier la navigabilité du navire. Donc, est-ce qu'il est bien en état de naviguer? Est-ce qu'il y a suffisamment de canots de sauvetage à bord? Est-ce que l'équipage est suffisamment bien formé? Et si on se rend compte qu'il y a des avaries au navire, eh bien, on va obliger le navire à rester dans le port le temps que les avaries soient réparées. Même chose, on peut vérifier ce que les navires de pêche
ont dans leur cale. Nous verrons dans la dernière partie du cours donc qu'il y a un certain nombre de systèmes internationaux qui ont été mis en place pour surveiller la pêche, pour éviter l'épuisement des bancs de poissons. Donc, si vous avez un navire de pêche qui pénètre dans les eaux intérieures d'un État, eh bien, les autorités de l'État du port pourront vérifier si les poissons qui se trouvent dans les cales du navire correspondent bien aux autorisations de pêche dont dispose le capitaine du navire. On se rend compte qu'il avait une autorisation pêche pour pêcher 10 tonnes de hareng, par exemple, et qu'on se rend compte qu'il a 10 tonnes de cabillaud dans ses cales, eh bien, il pourra éventuellement être sanctionné. Mais on reverra ça dans la troisième partie du cours. Alors, la compétence sur les navires. Donc, qui est compétent pour juger les comportements des navires ou les comportements qui ont lieu à bord des navires? Une différence fondamentale doit être faite entre les navires privés et les navires de guerre et d'État utilisés à des fins non commerciales. Nous verrons que l'État côtier n'a aucune compétence sur les navires de guerre et les navires d'État utilisés à des fins non commerciales battant pavillon d'un État tiers. Par contre, pour les navires privés, eux, ils doivent respecter l'entièreté des législations de l'État côtier. Donc, obligation de respecter les lois sanitaires. On a eu évidemment toute une série d'exemples avec la crise du Covid, où lorsque on a découvert des cas de Covid à bord d'un navire de croisière, par exemple, eh bien, on interdisait aux passagers de descendre à terre pour éviter la propagation de la maladie. Les lois douanières. Donc, un navire se trouvant dans les eaux intérieures d'un État ne peut pas débarquer ses marchandises sans autorisation. Les lois environnementales. Donc, un navire ne peut pas polluer dans les eaux intérieures d'un État, donc il doit respecter la législation de protection de l'environnement. Et enfin, la législation d'immigration de l'État côtier. Donc, les personnes qui n'ont pas de passeport, qui n'ont pas de visa pour pénétrer sur le territoire terrestre de l'État côtier sont obligées de rester à bord du navire. Donc, ils n'ont pas besoin, en tant que passagers, d'avoir chacun un visa belge, par exemple, pour que le paquebot puisse pénétrer dans les eaux intérieures belges. Mais s'ils veulent descendre à terre, là, on leur demandera de prouver qu'ils ont bien un passeport et un visa pour pénétrer sur le territoire terrestre. S'ils ne l'ont pas, eh bien, ils devront rester à bord du navire. De même, la législation fiscale et la législation sociale belge ne s'appliqueront pas pour les membres du personnel. Donc, les membres du personnel sont engagés suivant la législation de l'État de pavillon. Donc, ils seront payés et ils auront des jours de congé, etc., en fonction de la législation de l'État de pavillon. Ce n'est pas parce que le navire pénètre dans les eaux intérieures belges que pour la période où ils vont se trouver dans les eaux intérieures belges, ils devront être payés au salaire minimum belge. De même, s'ils tombent malades, ce n'est pas la sécurité sociale belge qui s'appliquera à eux, mais la sécurité sociale de l'État de pavillon. Donc qu'ils restent à bord ou
qu'il descende, évidemment. Alors, si un navire se rend coupable d'une infraction à une loi de l'État côtier, on pourra saisir le navire et arrêter le capitaine et les officiers éventuellement responsables. Mais pour éviter l'immobilisation trop longue de navires, parce que bien évidemment l'immobilisation d'un navire va coûter cher à la compagnie qui l'a affrété, eh bien la Convention de Montego Bay prévoit que les autorités de l'État côtier devront libérer le plus rapidement possible le navire et les membres de l'équipage, mais moyennant le paiement d'une caution. Vous avez tous vu dans des films américains que les personnes qui sont arrêtées sont généralement libérées sous caution, donc elles doivent payer une certaine somme au tribunal et cette somme leur sera restituée le jour où elles reviendront pour subir leur procès. Si elles ne reviennent pas, eh bien, la somme est saisie par le tribunal, et donc c'est évidemment une somme relativement élevée pour inciter la personne à revenir subir son procès. Eh bien, là aussi, on peut par exemple fixer une caution à 200 000 $ ou $1 million, que sais-je, pour que le capitaine du navire et les membres d'équipage qui se sont rendus coupables, par exemple d'un acte de pollution ou autre dans les eaux intérieures de l'État, reviennent par la suite pour être jugés pour ces différents actes. Donc ça, ce sont les comportements des navires en tant que tels, donc des infractions qui seraient commises par les navires. Maintenant, bien évidemment, il peut y avoir des infractions pénales qui sont commises à bord des navires, essentiellement des vols ou des meurtres. Alors, là, c'est véritablement une exception au principe de l'application de la loi de l'État côtier dans ces eaux intérieures, tant que l'affaire ne concerne que des membres d'équipage. Donc, un membre d'équipage vole un autre membre d'équipage ou un membre d'équipage assassine un autre membre d'équipage, c'est la loi du pavillon qui sera applicable, c'est-à-dire que le capitaine du navire va ordonner l'arrestation du membre d'équipage qui est responsable du délit, il va l'enfermer et lorsque le navire rentrera chez lui, eh bien, la personne coupable sera livrée aux autorités de l'État de pavillon qui seules sont compétentes pour le juger. Il y a quand même 3 cas où les tribunaux de l'État côtier seront compétents pour connaître d'une infraction pénale commise à bord d'un navire. Premièrement, c'est si l'auteur ou la victime est une personne étrangère à l'équipage. Si c'est un passager, par exemple, qui est volé par un membre d'équipage, il pourra déposer plainte auprès des autorités de l'État côtier qui pourront éventuellement faire une enquête. Idem, si c'était un visiteur qui était monté à bord du navire, qui est victime d'une infraction, eh bien, il pourra déposer plainte devant les tribunaux de l'État côtier et ceux-ci seront compétents pour connaître de l'affaire. Deuxièmement, si le délit trouble l'ordre public de l'État côtier. Par exemple, vous avez des tirs à bord du navire et vous avez des tirs qui arrivent sur le quai, par exemple. Eh bien, à ce moment-là, la police de l'État côtier pourra intervenir pour d'abord faire cesser les tirs et d'autre part arrêter le coupable. Troisièmement,
le capitaine ou les autorités consulaires de l'État de pavillon peuvent explicitement demander aux autorités de l'État côtier qu'elles interviennent. C'est notamment le cas en cas de mutinerie. Il y a une mutinerie à bord du navire. Le capitaine est totalement dépassé par la mutinerie. Eh bien, il peut demander l'aide des forces de police de l'État côtier pour mettre fin à la mutinerie. Par ailleurs, donc, le navire privé ne dispose d'aucune inviolabilité. Qu'est-ce que c'est l'inviolabilité en droit international? Donc, c'est le fait qu'aucune mesure ne peut être prise à son encontre. Donc, le navire qui dispose d'une inviolabilité, eh bien, les autorités de l'État de police ne pourraient pas pénétrer à son bord. Et donc, les navires privés ne disposent pas d'une inviolabilité. Autrement dit, si une personne se réfugie à bord d'un cargo, par exemple, en souhaitant recevoir l'asile politique de la part de l'État de pavillon du cargo, donc on imagine un navire belge qui fait escale en Corée du Nord, par exemple, et vous avez un ressortissant nord-coréen qui monte à bord du navire en disant, voilà, je demande l'asile politique en Belgique, eh bien, on ne considérera pas qu'il est sur le territoire belge au moment où il a monté sur le pont d'un navire privé. Il est toujours dans les eaux intérieures nord-coréennes, donc il est toujours considéré comme étant sur le territoire nord-coréen, et par conséquent, les policiers nord-coréens pourront monter à bord du navire et l'arrêter. Alors, compétences juridictionnelles civiles maintenant, donc à bord du navire. Donc, vous avez un contrat qui est conclu entre deux personnes à bord du navire. De nouveau, c'est à peu près la même chose. Si ce sont deux membres d'équipage qui ont conclu ce contrat, eh bien, ce sont les tribunaux de l'État de pavillon qui seront compétents. Par contre, si c'est une personne extérieure à l'équipage qui a conclu ce contrat, donc un visiteur ou un passager, donc qui conclut un contrat avec un membre d'équipage ou deux passagers qui concluent un contrat entre eux, eh bien, à ce moment-là, les tribunaux de l'État côtier seront compétents pour connaître d'un litige éventuel. Vous avez une personne qui vend un bijou à une autre personne, et donc l'acheteur ne paye pas le bijou ou l'acheteur se plaint que le bijou n'est pas authentique, eh bien à ce moment-là, donc, ce sont les tribunaux de l'État côtier qui seront compétents pour connaître du litige. Alors, pour les navires de guerre et les navires d'État utilisés à des fins non commerciales, là, c'est beaucoup plus simple, puisque c'est toujours la loi du pavillon qui s'applique. Si le navire commet une infraction, par exemple un acte de pollution dans les eaux intérieures d'un État, eh bien, la seule chose que l'on pourra exiger de lui, c'est qu'il quitte immédiatement les eaux intérieures de l'État. Et donc, le conflit se résoudra par la suite avec une plainte des autorités de l'État côtier, soit contre le capitaine du navire, soit contre l'État en tant que tel, si c'est un navire de guerre. Et les navires de guerre et les navires d'État utilisés à des fins non commerciales, eux, bénéficient de l'inviolabilité. Si vous avez une personne, donc, qui se réfugie à bord d'un navire de guerre et demande l'asile politique, eh bien, on considère qu'à partir du moment où il a mis le pied sur le pont du navire de guerre, c'est comme s'il se trouvait sur le territoire de l'État de pavillon.
Donc, les policiers de l'État côtier ne sont pas autorisés à monter à bord du navire de guerre pour venir récupérer la personne. Bien évidemment, le capitaine n'est pas obligé de garder cette personne à son bord. Si elle estime que c'est un fou dangereux ou qu'il n'a pas envie de mettre en péril le reste de sa croisière, ou s'il a reçu l'ordre de la part de ses supérieurs, si c'est un capitaine de navire de guerre, de livrer la personne aux autorités de l'État côtier, eh bien, manu militari, la personne sera débarquée et rendue aux autorités de l'État côtier. Le seul cas où vous aurez une intervention des tribunaux de l'État côtier à l'encontre d'un membre d'équipage d'un navire de guerre ou d'un navire utilisé à des fins non commerciales, c'est s'il est descendu à bord et qu'il a commis une infraction. Donc, vous avez un matelot à bord d'un navire de guerre qui descend à bord, il va dans un bar, il se saoule complètement, il déclenche une bagarre où il frappe une autre personne qui se retrouve avec un nez cassé ou un bras cassé ou que sais-je, eh bien, à ce moment-là, on pourra arrêter le matelot en question, le mettre en prison et le juger pour les coups et blessures ou autre chose qu'il aurait causé à la personne qui l'a rencontré dans le bar en question. OK? Oui. Je propose de faire 7 minutes de pause et on se retrouve à 14 heures pour la suite. Ok, merci. D'accord. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Oui. Oui. Ah, c'est parfait. Vous avez déjà fait bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bien. Donc, je vous propose de recommencer. Alors, le chapitre 2, la mer territoriale. Donc, je reviens au petit schéma de début du cours. Donc, nous venons de voir les eaux intérieures, c'est-à-dire les eaux qui sont en deçà des lignes de base. La mer territoriale, donc, ce sont les 12 000 qui se trouvent au-delà des lignes de base de l'État. 12 000 maximum. Nous allons évidemment avoir l'occasion d'y revenir. Donc, c'est une zone où l'État côtier donc, va exercer sa souveraineté, donc nous allons le voir, ainsi que sur l'espace aérien et le sol et le sous-sol marin, c'est-à-dire que pour survoler un État, vous devez avoir la permission de cet État, exactement comme un navire a besoin de la permission de pénétrer dans les eaux intérieures d'un État, mais il faut également l'autorisation pour survoler la mer territoriale d'un État. Alors, donc, on va refaire un petit peu d'histoire. Je vous rappelle qu'en 1689, Philip Meadows, le juriste anglais, va reconnaître que la théorie de Grotius sur la liberté des mers est valable, donc que les navires doivent pouvoir naviguer librement sur les mers du globe, avec quand même une exception
pour une bande côtière où les États peuvent se réserver un certain nombre de compétences, notamment sur l'accès, la pêche, etc. Alors, il va y avoir beaucoup de discussions sur la largeur de cette mer territoriale. En 1782, vous avez un ingénieur napolitain qui va calculer que la portée des canons de l'époque, c'est donc de 3000 marins, c'est-à-dire 5 km et demi, et que on ne peut pas réclamer un contrôle sur une zone que l'on n'est pas capable de défendre militairement, et par conséquent, il va déterminer que la mer territoriale doit avoir 3000 marins de large, portée des canons de l'époque. Vous avez un certain nombre d'États qui vont respecter, qui vont vouloir fixer 4000 marins, 5000 marins, 6000 marins. Et donc, en 1930, on va essayer d'arriver à un accord. On n'y arrive pas. En 1958, donc pour les conventions de Genève, je vous rappelle qu'on prévoit 6000 cumulés pour la mer territoriale et la zone contiguë, mais sans préciser une largeur minimale ou maximale pour la mer territoriale. Et finalement, en 1982, la Convention de Montego Bay va fixer la mer territoriale à maximum 12 000 marins. Pourquoi maximum 12 000 marins? Parce que je vous l'ai dit, d'une part, lorsque deux États se font face et qu'il n'y a pas 24 000 qui séparent leurs côtes, eh bien, on va appliquer l'équidistance, et s'il n'y a par exemple que 20 000 qui séparent les deux côtes, chacun des États va recevoir 10 000 marins. On a vu dans le cas du golfe de Fonseca, donc on avait reconnu 3 000 marins aux États parce que ce n'était pas possible de leur reconnaître plus. Et par ailleurs, un État peut très bien décider de réclamer moins de 6 000 marins, de 12 000 marins, pardon, de mer territoriale. Qui peut le plus, peut le moins. Si un État a seulement envie de réclamer 3, 4 ou 6 000 marins de mer territoriale, eh bien, il peut le faire. Il n'est pas obligé de réclamer 12 000 marins de mer territoriale, même si, bien évidemment, la plupart des États le font. Alors, quel est le régime de la mer territoriale? C'est également un régime de souveraineté de l'État côtier qui va pouvoir y appliquer toute sa législation. Donc, de nouveau, législation de police. Est-ce que les personnes qui sont débarquées dans la mer territoriale ont bien l'autorisation d'être débarquées? La fiscalité, donc, si vous avez par exemple un navire qui livre du pétrole à un autre navire dans la mer territoriale, eh bien, il sera obligé de payer les taxes et accises qui sont applicables. Santé et moralité publique, par exemple, si on interdit les lieux de prostitution sur le territoire terrestre de l'État, eh bien, ils seront également interdits dans la mer territoriale. De même, si on interdit l'alcool, la consommation d'alcool sur le territoire terrestre de l'État, eh bien, on ne pourra pas ouvrir des établissements qui vendent de l'alcool, même chose pour les casinos, etc., dans la mer territoriale. Protection de l'environnement, donc, s'il est interdit de polluer dans la mer territoriale, les navires ne peuvent pas polluer. Il y a des délégations de souveraineté qui sont possibles. Et le meilleur exemple, on aura l'occasion d'y revenir, mais on peut déjà en parler maintenant. Donc, les États-Unis ont conclu avec la plupart des États des Caraïbes,
donc la Jamaïque, Bahamas, etc., et un certain nombre de pays d'Amérique centrale, des accords pour lutter contre le trafic de drogue. Et donc, ces accords donnent la possibilité aux navires de police américains de pénétrer dans les eaux territoriales des États qui ont signé ces accords, donc dans les eaux territoriales jamaïcaines, par exemple, pour poursuivre des trafiquants de drogue. Attention que ce sont des accords purement unilatéraux, donc ce sont les navires de police américains qui sont autorisés à pénétrer dans la mer territoriale jamaïcaine. Il n'est pas prévu que les navires jamaïcains puissent pénétrer dans la mer territoriale américaine. Je vous rappelle que théoriquement, le droit international est basé sur l'égalité des États. Cet accord prouve bien que ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Alors, les États ont toute une série d'obligations dans leur mer territoriale, ce qui fait que, par exemple, certains États revendiquent une mer territoriale moins large que 12 000 marins pour ne pas être tenus par trop d'obligations dans cette mer territoriale. Puisqu'il faut essentiellement donc baliser et signaler donc tous les obstacles à la navigation, donc les récifs, le banc de sable, etc. Il faut dégager les chenaux navigables et il faut déminer. Donc si un pays sort d'une guerre et que ses eaux ont été minées pendant le conflit, eh bien, il va être obligé de déminer à ses frais sa mer territoriale. Donc, il doit assurer un service de sauvetage en cas de naufrage dans sa mer territoriale, mettre des dispositifs obligatoires de séparation de trafic pour éviter que les navires entrent en collision lorsqu'ils passent dans la mer territoriale d'un État particulièrement étroite. Alors, dans certains cas, passer dans la mer territoriale d'un État peut être excessivement difficile, voire dangereux. S'il y a de nombreux récifs ou de nombreux bancs de sable, etc. Et dans certains cas, on peut obliger les navires qui passent dans la mer territoriale à prendre un pilote à leur bord ou à avoir recours à un navire de remorquage. Dans ce cas-là, et dans ce cas-là uniquement, on pourra faire payer au navire le service qui lui a été rendu parce que c'est un service particulier. Pour faire monter un pilote à bord d'un navire, c'est un service particulier qui est rendu à ce navire. Par contre, si un pays a été en guerre avec son voisin pendant des années, que ses eaux sont complètement minées, qu'il n'a pas les moyens de déminer les eaux, il ne peut pas prélever une taxe sur tous les navires qui passent en leur disant, voilà, donnez-moi 100 $ pour que je puisse déminer les eaux. Non, ça, c'est un service général qui doit être rendu à l'ensemble des navires, donc c'est un service gratuit. Il doit être pris en charge par l'État côtier, et tant pis pour lui s'il n'a pas les moyens. Donc, aucune discrimination ne peut être opérée en fonction du pavillon du navire. Donc, si on fait payer un pilote pour les navires français, allemands, américains, etc., on devra également faire payer un pilote pour les navires néerlandais, irlandais, espagnols ou que sais-je. Donc, tous les navires doivent être traités de la même manière. Et l'obligation peut-être la plus importante de l'État dans sa mer territoriale, c'est de respecter le passage inoffensif. Alors, qu'est-ce que c'est le passage inoffensif? Donc, le passage inoffensif a été reconnu dès le départ. Donc, dès 1758, on reconnaît l'existence du passage inoffensif. Donc, on reconnaît aux États la possibilité de réclamer une mer territoriale, donc 3000 marins à l'époque, mais en précisant bien que tous les navires
doivent bénéficier du passage inoffensif dans cette mer territoriale. Alors, qu'est-ce que c'est la définition du passage inoffensif? Donc, c'est un droit qui est reconnu à tous les navires, même les navires de guerre. Donc, par exemple, vous voyez de temps en temps dans les journaux un article qui dit, voilà, il y a un navire russe qui est passé dans la mer territoriale belge, comme si c'était pratiquement une déclaration de guerre de la Russie à la Belgique. Bien non, tous les navires ont droit au passage inoffensif, même les navires de guerre, autrement dit, les navires de guerre russes, comme des navires de guerre iraniens, nord-coréens ou que sais-je, ont tout à fait le droit de passer dans la mer territoriale belge, tant que, bien évidemment, leur passage reste inoffensif. On verra donc les conditions de passage inoffensif. Même chose pour les navires à propulsion nucléaire ou qui transportent des substances radioactives. Vous avez de temps en temps Greenpeace qui intervient en disant, voilà, il y a un navire qui transporte des substances radioactives qui va entrer dans la mer du Nord et qui voudrait bien que le gouvernement belge interdise à ce navire de passer par la mer du Nord en raison des dangers potentiels que ce navire transportant des déchets radioactifs représente. L'État belge n'a pas le droit d'interdire à un navire à propulsion nucléaire ou transportant des déchets radioactifs de passer dans sa mer territoriale, mais le navire à propulsion nucléaire ou qui transporte des déchets radioactifs doit être muni de documents qui sont délivrés par l'Agence internationale de l'énergie atomique, la IEA, dont on a beaucoup parlé à propos des centrales nucléaires en Iran, etc. Donc c'est une organisation internationale qui surveille l'utilisation de l'énergie atomique. Donc, lorsque une centrale nucléaire, par exemple, veut se débarrasser de ces déchets pour aller les jeter en mer ou les recycler ailleurs, etc., eh bien, le navire qui va recevoir ces déchets à son bord va recevoir un certificat de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui atteste que toutes les mesures de sécurité ont bien été prises pour que le transport de ces déchets radioactifs se fasse en toute sécurité. Si le navire transporte des déchets nucléaires mais n'a pas le certificat international, le certificat de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à ce moment-là, on pourra lui interdire le passage dans la mer territoriale parce qu'on considérera que c'est un passage potentiellement offensif. Alors, le passage doit être continu et rapide. Donc, un navire ne peut pas s'arrêter pendant son passage inoffensif, sauf pour deux raisons. Premièrement, si c'est un incident ordinaire de navigation, il a un problème de moteur juste au moment où il est dans la mer territoriale d'un autre État, il est obligé de s'arrêter. C'est un incident ordinaire de navigation, donc là, il peut évidemment s'arrêter, mais à condition qu'il réclame évidemment les secours pour qu'on répare son navire immédiatement, ou pour porter secours à des personnes ou des navires en détresse. Donc, on verra dans le cadre du cours qu'il y a une obligation de sauvetage des personnes en détresse. Et donc, si, lorsque un navire pénètre dans la mer territoriale de l'Italie, par exemple, ou de la Libye, et qu'il voit un navire transportant des migrants en train de couler, eh bien, il a le droit de s'arrêter pour sauver les migrants qui sont en danger de mort. Donc ça, c'est une exception à l'interdiction donc de s'arrêter dans la mer territoriale lors d'un passage inoffensif. Par ailleurs, le passage doit être rapide, donc si le navire passe très lentement pour bien filmer toutes les installations militaires, etc., de l'État riverain, eh bien, on considérera à ce moment-là que ce n'est pas un passage inoffensif et des mesures pourraient être prises à l'encontre du navire.
Et donc, pour qu'un passage soit inoffensif, il ne doit pas porter atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'État côtier. Alors, évidemment, c'est très, très vague. Dire qu'un comportement ne peut pas porter atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'État côtier. Donc, ça peut concerner potentiellement n'importe quoi. Et donc, la Convention de Montego Bay a établi une liste de comportements qui peuvent être considérés comme offensifs. Donc, l'emploi de la force, les manœuvres militaires, donc notamment le décollage ou l'appontage d'avions. Par ailleurs, donc, les sous-marins doivent toujours naviguer en surface et arborer leur pavillon. La collecte de renseignements, donc si le navire est en train de passer très très lentement pour faire des photos des installations militaires, on considérera que c'est la collecte de renseignements, donc que ça rend le passage offensif. La propagande, si vous avez des énormes haut-parleurs qui sont en train de hurler « rebellez-vous contre votre gouvernement », etc., ben, c'est un passage offensif. Le débarquement frauduleux de marchandises ou de personnes, c'est un comportement offensif. Une pollution délibérée ou une pêche illicite, c'est un comportement offensif. Des recherches de levée, évidemment, c'est comme la collecte de renseignements, c'est un passage offensif. Des perturbations des services de communication, donc brouiller les communications de l'État riverain, c'est évidemment un comportement offensif. Et enfin, donc, toute autre, et non pas toute autre, activité donc qui n'a pas de rapport direct avec le passage. Par exemple, donc le non-respect des couloirs de navigation, c'est un passage offensif. Le fait pour un navire qui transporte des déchets nucléaires de ne pas avoir le certificat de l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est aussi un passage offensif. Le fait de procéder à un trafic d'armes ou de drogue dans la mer territoriale d'un État, ça peut également être considéré comme un passage offensif. Et donc, que se passe-t-il dans ce cas-là? On pourra intercepter le navire, mais une petite chose que je dois vous dire d'abord, c'est donc la suspension du passage inoffensif. Donc normalement, donc je vous l'ai dit, tous les navires disposent du passage inoffensif dans l'entièreté de la mer territoriale. Mais il est néanmoins prévu que l'État côtier peut suspendre le passage inoffensif dans sa mer territoriale, donc à 5 conditions. La suspension ne peut être que temporaire, elle ne peut pas être discriminatoire, elle ne peut considérer que des zones déterminées de la mer territoriale, elle doit être indispensable pour assurer la sécurité de l'État côtier et elle doit être publiée à l'avance pour que les navires sachent qu'ils ne doivent pas se présenter ce jour-là dans la mer territoriale de tel État parce qu'il y aura des exercices militaires. Alors, je vous rappelle le petit schéma avec la baie de Piran entre la Slovénie et la Croatie. Donc, on a donné un accès aux navires slovènes pour qu'ils accèdent aux eaux internationales en passant par les eaux territoriales croates. Les Croates ne peuvent pas suspendre le passage inoffensif dans cette zone. Donc, c'est leur mer territoriale, mais ils ne peuvent pas le suspendre pour les navires slovènes. Donc, ça, c'est également une exception. Normalement, donc, on ne peut pas opérer de discrimination lorsqu'on décide de suspendre ou de ne pas suspendre le passage inoffensif, mais dans ce cas-ci, la Croatie ne peut pas suspendre le passage inoffensif pour les navires battant pavillon slovène afin qu'ils puissent accéder aux eaux internationales. Alors, dans la pratique, la plupart des États suspendent le passage inoffensif le long de leurs installations portuaires militaires. Donc, normalement, c'est illicite puisque normalement la suspension ne peut être que temporaire, alors que ici, ce sont des suspensions permanentes du droit de passage inoffensif le long des installations militaires. Donc, on interdit aux navires, par exemple, de passer à moins de 500 mètres
d'une installation militaire. À partir du moment où tous les États le font, eh bien, il y a beaucoup d'auteurs qui disent que c'est une nouvelle coutume qui est née et que maintenant, donc, tous les navires doivent respecter cette interdiction de circuler trop près des installations portuaires militaires des autres États. Alors, très important, le droit de protection. Vous avez un État, vous avez des autorités de l'État qui constatent qu'un navire va pénétrer dans leur mer territoriale alors qu'ils sont en train de vider leur cale de pétrole ou que les filets de pêche sont sortis et que donc ils vont pêcher dans la mer territoriale alors que c'est tout à fait interdit. Dans ce cas-là, l'État peut invoquer son droit de protection en disant « je sais que vous allez violer les conditions du passage inoffensif lorsque vous allez pénétrer dans ma mer territoriale, donc je vous interdis de pénétrer dans ma mer territoriale. » Et le navire qui est en train de polluer ou qui est en train de pêcher ne pourra pas protester. Il y a un risque qu'ils mettent en péril l'environnement marin dans la mer territoriale de l'État côtier ou qu'ils pêchent dans les eaux territoriales de l'État côtier. Et donc, à ce moment-là, il y a la possibilité pour l'État côtier d'interdire à ce navire l'accès à sa mer territoriale. Par contre, un État ne peut pas exiger une notification préalable de passage dans sa mer territoriale. Lorsqu'un navire, donc, qu'il soit privé ou de guerre, va pénétrer dans la mer territoriale d'un État, il n'est pas obligé de prévenir. Il n'est pas obligé de demander l'autorisation, il n'est même pas obligé de prévenir. Donc, l'État côtier doit laisser faire, sauf s'il a une bonne raison d'interdire ce passage inoffensif dans sa mer territoriale. On ne peut pas l'interdire de nuit non plus. Donc, il faut que le passage inoffensif soit respecté de jour comme de nuit. Alors, quelle va être la compétence de l'État riverain sur les navires et sur ce qui se passe à bord des navires? C'est à peu près la même chose que dans les eaux intérieures. Donc, si le navire a violé une des législations de l'État côtier dans sa mer territoriale, donc immigration, donc des gens qui sont descendus alors qu'ils n'avaient pas le droit de quitter le navire, protection de l'environnement, protection des ressources biologiques de l'État côtier. À ce moment-là, donc, les autorités de l'État côtier, elles pourront arraisonner le navire, le dérouter et l'amener dans un de leurs ports où le capitaine et les responsables pourront être jugés. Avec les mêmes conditions que pour les eaux intérieures, c'est-à-dire que on libérera le plus rapidement possible le navire et l'équipage, moyennant le paiement d'une caution, pour être sûr qu'ils reviennent par la suite pour être jugés. Si vous avez un navire qui se trouve en haute mer, en dehors de la mer territoriale d'un État, et qu'il envoie des embarcations qui pénètrent dans la mer territoriale de celui-ci, et que ces embarcations commettent les infractions, donc que ce soit un débarquement illégal de migrants, mais que ce soit aussi une pêche illicite ou une pollution illicite, eh bien, le navire, même s'il se trouve en haute mer, sera considéré comme responsable, en raison de ce qu'on appelle la théorie de la présence constructive, donc il est responsable des embarcations qu'il a envoyées dans la mer territoriale de l'État côtier, et donc ce navire-là, même s'il se trouve en haute mer, pourra être intercepté par les autorités
de l'État côtier. Si par contre, les infractions ont été commises avant de pénétrer dans la mer territoriale, mais que le navire arrête de les commettre au moment où il pénètre dans la mer territoriale. Bon, le meilleur exemple, c'est vous avez un navire de pêche qui est en train de pêcher en dehors de la mer territoriale. Au moment où il veut pénétrer dans la mer territoriale, eh bien, il remonte ses filets. Donc, quand il pénètre dans la mer territoriale, il ne va pas faire de pêche illicite puisque ces filets ne sont pas sortis, mais néanmoins, la pêche était illicite peut-être auparavant dans la zone économique exclusive. Donc, le navire ne pourra être poursuivi pour une infraction qui a été commise avant le passage dans la mer territoriale que dans 4 hypothèses. Premièrement, l'infraction a été commise dans les eaux intérieures. Donc, le navire, par exemple, est entré dans les eaux intérieures d'un État. Il a débarqué des gens ou des marchandises sans autorisation et ensuite, il passe dans la mer territoriale. Là, il pourra être arrêté. Il n'y a aucun problème. Si l'infraction a été commise dans la zone économique exclusive, donc c'est l'hypothèse que je viens de voir avec vous, le navire était en train de pêcher de façon illicite dans la zone économique exclusive de l'État riverain. Il remonte ses filets pour pénétrer dans la mer territoriale. Il a quand même commis une infraction dans la zone économique exclusive de l'État côtier et donc il pourra être arraisonné, arrêté et le capitaine pourra être jugé. Une infraction en haute mer pour laquelle le droit international reconnaît une compétence à l'État côtier, donc on aura l'occasion d'y revenir dans une semaine ou deux. Vous avez par exemple la lutte contre le trafic d'esclaves, la lutte contre la piraterie, etc. Bien, si le navire s'est livré à une telle opération en haute mer, vous avez l'État riverain qui est compétent pour arraisonner le navire et juger le capitaine. Et enfin, une infraction de nature à troubler la paix ou l'ordre dans la mer territoriale, donc un navire qui se livre à du trafic d'armes, eh bien, on pourra l'arrêter dans la mer territoriale, même s'il vient de la haute mer ou là, dans la haute mer, il ne serait pas inquiété pour ce type de trafic. Alors, compétence juridictionnelle pénale à bord des navires étrangers. Donc, vous avez une infraction qui est commise à bord du navire. Comme dans les eaux intérieures, compétence de l'État de pavillon, sauf si les conséquences de l'infraction s'étendent à l'État côtier ou si elle est de nature à troubler l'ordre public de l'État côtier. Donc, vous avez des tirs qui sont dirigés vers le territoire de l'État côtier. Donc, à ce moment-là, la police de l'État côtier peut intervenir. Si l'assistance a été demandée par le capitaine ou les autorités consulaires de l'État de pavillon, donc le capitaine est confronté à une mutinerie à bord de son navire, eh bien, il peut demander aux autorités de l'État côtier d'intervenir à ses côtés pour lutter contre la mutinerie. Si l'intervention est nécessaire pour lutter contre le trafic de stupéfiants, donc le trafic de stupéfiants, il est interdit dans la mer territoriale, donc les autorités policières peuvent intervenir si vous avez de la vente de stupéfiants qui a lieu à bord du navire. Et enfin, si l'infraction a été commise sur le territoire terrestre de l'État par une personne qui se trouve à bord du navire, donc à ce moment-là, bien évidemment, ça a lieu sur le territoire terrestre. Donc, ce sont les tribunaux de l'État côtier qui seront compétents pour connaître de l'infraction, même si la personne est remontée à bord du navire entre-temps. Donc, compétence juridictionnelle civile à l'égard du navire. Donc, vous avez un navire qui cause
de façon non intentionnelle un dommage à un câble ou à un pipeline. S'il le fait de façon intentionnelle, donc ça rend le passage offensif et par conséquent, vous avez immédiatement une intervention à l'encontre du navire qui est possible. Par contre, si le navire a causé de façon involontaire des dommages à des câbles ou des pipelines, eh bien, on le laissera poursuivre sa route, mais le capitaine pourra être jugé devant les tribunaux de l'État côtier pour dédommager le propriétaire des câbles et pipelines qui ont été endommagés. Et enfin, pour les navires de guerre et les navires d'État utilisés à des fins non commerciales, là, donc, vous avez l'application exclusive de la loi du pavillon. Quoi qu'ils fassent, on ne peut rien faire à leur encontre, sauf exiger que le navire en question quitte la mer territoriale. Alors, si le navire, évidemment, refuse de quitter la mer territoriale, à ce moment-là, on entre dans des hypothèses de droit des conflits armés, puisque l'État côtier va peut-être prendre des mesures coercitives vis-à-vis de ce navire en le coulant au donc, mais à ce moment-là, évidemment, on passe à un tout autre degré dans la gravité de l'infraction commise et de la réaction à l'infraction qui a été. Voilà. Et donc, un tout petit mot sur la zone contiguë. Donc, la zone contiguë, je reviens à mon schéma de début de cours. Donc, c'est une zone de 24 000 à partir des lignes de base. Donc, lorsqu'on dit une mer territoriale de 12 000, c'est toujours à partir des lignes de base. Une zone contiguë de 24 000, donc à partir des lignes de base également. « 24 000 maximum, évidemment, puisque si vous avez deux États qui sont face à face et que vous n'avez pas 48 000 qui les séparent, eh bien, on va séparer le territoire en deux, éventuellement. Donc, s'il y a 30 000 entre les deux, chacun aura 12 000 de la territoriale, 30 000 de zones continues. Alors, donc, quelle est l'origine de la zone contiguë? En fait, c'est un concept qui est relativement ancien, puisque dès le XVIIIe siècle, donc plus ou moins à l'époque où on reconnaissait l'existence de la mer territoriale et du passage inoffensif, donc la Grande-Bretagne prévoyait la capture des navires qui se livraient à des actes de contrebande, donc jusqu'à 24 000 de ses côtes. Et puis, les États-Unis, après la Première Guerre mondiale, vont connaître ce qu'on appelle la période de la prohibition, donc où il était interdit de vendre de l'alcool sur le territoire américain. Alors, que faisaient évidemment les gangsters style Al Capone, etc. Eh bien, ils établissaient des bars maritimes à la limite de la mer territoriale, donc puisque les autorités américaines contrôlent après leur mer territoriale. Et donc les États-Unis, pour lutter contre cette pratique, ont signé avec toute une série d'États, notamment la Belgique et la France, donc ce qu'on appelait des liquor treaties, qui les autorisaient à intercepter les navires battant pavillon français ou belge qui transportaient de l'alcool à destination des États-Unis, même en dehors de la mer territoriale américaine. Donc, plus ou moins une vingtaine de Donc, c'est de ces deux types de comportements que découle le concept de zone contiguë.
Donc, une des conventions de Genève de 1958, donc la première, était consacrée à la mer territoriale et à la zone contiguë, et prévoyait donc une zone contiguë de 12 000, mais sans préciser la largeur de la mer territoriale. Autrement dit, un État pouvait très bien établir une mer territoriale de 11 000 et demi, et puis dire qu'il y avait un demi-mille de zone contiguë, simplement. Et donc, il n'y a eu aucun accord sur la largeur respective de la mer territoriale et de la zone contiguë jusqu'en 1982, donc la Convention de Montego Bay, qui prévoit que la zone contiguë peut faire maximum 24 000, sachant que l'État riverain donc, peut établir une mer territoriale de maximum 12 000, mais qu'il peut faire moins. Donc, un État peut très bien décider d'avoir une mer territoriale de 3 000 marins, par exemple, pour échapper aux obligations de déminage, etc., mais dire qu'il aura une zone contiguë de 19 000 marins, de 21 000 marins, pardon, s'il souhaite appliquer donc les 24 000 zones contiguës auxquelles il a droit. Alors, quel est l'intérêt de la zone contiguë? C'est simplement une compétence de contrôle. Donc, l'État riverain voit arriver un navire qui visiblement se dirige vers ses côtes, eh bien, il va pouvoir, même s'il n'a pas encore pénétré dans sa mer territoriale, vérifier la cargaison du navire. Vérifier que la cargaison du navire respecte bien ces lois de police, douanières, fiscales, sanitaires. Donc, est-ce qu'il contient des marchandises qui sont susceptibles d'être dangereuses pour la santé humaine? Est-ce qu'il transporte de la drogue? Est-ce qu'il transporte des armes? Est-ce qu'il transporte des migrants, etc. Donc, on est en dehors de la mer territoriale. Le navire de police constate qu'il y a une infraction potentielle dans le cadre du navire. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? En théorie, le navire de police ne peut rien faire. Tant que le navire n'a pas pénétré dans la mer territoriale, le navire de police n'est pas compétent pour appliquer la loi de l'État riverain. En pratique, lorsqu'il s'agit de trafic de stupéfiants, beaucoup d'États vont déjà intervenir à ce moment-là et donc arrêter le capitaine du navire. Donc, de nouveau, ce n'est pas prévu par la Convention de Montego Bay en tant que telle, mais vous avez beaucoup d'États qui le font et par conséquent, certains auteurs disent, ben voilà, c'est une nouvelle coutume qui est en train de naître et les États ont donc le droit, dans la zone contiguë, d'arrêter les navires qui se livrent au trafic de stupéfiants. Bien évidemment, par ailleurs, la zone contiguë empiète sur la zone économique exclusive de l'État côtier. Or, nous verrons que les deux principales compétences de l'État côtier dans sa zone économique exclusive, c'est la gestion des ressources halieutiques et la protection de l'environnement. Donc, si dans la zone contiguë, le navire est en train de pêcher de façon illicite, qu'il est en train de polluer de façon illicite, il est en train de violer la législation de l'État côtier qui est applicable dans la zone économique exclusive de celui-ci. Donc, pour reprendre le petit schéma, donc, pour les 200 000, l'État a le droit de réglementer la pêche et la protection de l'environnement. Il a bien évidemment le droit de réglementer la pêche et la protection de l'environnement dans la zone contiguë qui se trouve ici. Et par conséquent, si le navire est en train de pêcher ou de polluer en violation de la législation de l'État côtier, les navires de police de l'État côtier peuvent
évidemment intervenir à ce moment-là, arraisonner le navire, arrêter le capitaine et le faire juger devant les tribunaux de l'État côtier. Alors, une toute dernière chose, au moment où on a rédigé la Convention de Montego Bay en 1982, les rédacteurs se sont dit, bah, la zone contiguë, finalement, bah, elle ne sert pas à grand-chose, parce que cette capacité de contrôle, bon, bah, d'accord, elle peut être utile pour les États, mais de toute façon, ils peuvent contrôler dans la mer territoriale, etc. Donc, on n'est pas très très chaud pour maintenir un régime qui concernerait exclusivement cette compétence de contrôle. Et alors, il y en a d'autres qui ont dit, ben, nous, on veut vraiment maintenir le régime de la zone contiguë, donc on n'a qu'à trouver quelque chose en plus à ajouter aux compétences de l'État riverain dans sa zone contiguë pour justifier le maintien du régime. Qu'est-ce qu'on va faire? Et si on donnait compétence à l'État dans les 24 000 au large de sa côte pour les objets archéologiques se trouvant sur les fonds marins? Ah ouais, c'est une bonne idée. Et donc, on a dit que dans la zone contiguë, donc l'État est compétent pour les objets archéologiques. Donc, si vous faites de la plongée sous-marine et que en frottant sur le sol marin, vous trouvez, je ne sais pas moi, des amphores de l'Antiquité ou des pièces de monnaie ou des armes au siège, eh bien, vous êtes obligé de déclarer cette trouvaille auprès des autorités de l'État côtier, puisqu'il a le monopole de la recherche et de l'exploitation des objets archéologiques qui se trouvent sur le fond de la mer, avec donc une répartition des bénéfices éventuels de ce que vous aurez retrouvé entre vous et les autorités de l'État côtier. Voilà, donc ceci termine le cours de droit de la mer d'aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end et vous donne rendez-vous vendredi prochain.